tous, nous sommes le mardi 7 novembre. Voici les titres de votre journal. Vous en saurez plus sur le cerveau et ses mystères. Ce thème était au cœur d'une conférence débat organisée par l'association monégasque de médecine anti-âge. Baroque, c'est le titre du premier livre de Patrick Casavecchia. Sandrine Nègre vous présentera cet ouvrage qui vient de paraître. Cela ne vous a peut-être pas échappé, une nouvelle enseigne a ouvert ses portes boulevard des Moulins. Il s'agit de la célèbre pâtisserie milanaise Cova. Visite des lieux dans cette édition. Nous reviendrons sur le concert du harpiste Xavier Demestre à l'église Saint-Charles. Et puis notre focus info du jour est consacré à la cuisine centrale, un lieu stratégique qui confectionne les repas pour une partie des cantines des établissements scolaires. La plasticité cérébrale, autrement dit, le cerveau et ses mystères, étaient au cœur d'une conférence débat au Théâtre des Variétés, une conférence organisée par l'association monégasque de médecine anti-âge. On revient sur cet événement avec Fabien Bonilla et Olivier Bonello. La plasticité cérébrale, une révolution en neurobiologie. Voici précisément le thème de la conférence qui vient de se tenir au Théâtre des Variétés lundi soir. Catherine Vidal, une neurobiologiste réputée, a tenté de répondre à plusieurs questions. Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? Quel rôle joue la plasticité cérébrale dans les processus d'apprentissage ? Comment aide-t-elle le cerveau à se réparer, à bien vieillir ? Comment celui-ci s'adapte-t-il aux événements qui rythment notre vie ? Et surtout, qu'est-ce que la plasticité cérébrale ? La plasticité cérébrale, ça signifie pour un grand public que le cerveau n'est jamais figé, qu'il évolue en permanence en fonction des apprentissages et des expériences de vie. Et ça, c'est une découverte fantastique parce qu'il y a 20 ans, on n'imaginait pas que notre cerveau était à ce point malléable. On pensait que tout était figé et il le restait plus ou moins et que comme ça, dès le départ, on était dans un destin un peu déterminé. Mais en fait, avec cette plasticité cérébrale, on sait que maintenant, on a les capacités cérébrales pour apprendre à tous les âges de la vie. Catherine Vidal se consacre à la vulgarisation du savoir scientifique à travers des publications et des conférences comme celle-ci. Elle est venue débattre de ce sujet à l'invitation de l'association monégasque de médecine anti-âge. Le cerveau étant actuellement l'organe le moins connu, je crois qu'on connaît 5 à 10% de notre cerveau et que c'est important pour le siècle à venir de savoir un petit peu les facteurs de risque et la prévention qu'on peut apporter pour éviter toutes ces maladies dégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Et concernant le thème de cette soirée, le mot de la fin revient à la conférencière. Catherine Vidal détient le secret pour conserver une bonne plasticité cérébrale. Pour garder une bonne plasticité du cerveau, c'est-à-dire pour garder l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir tout ce qu'il y a autour de nous, eh bien j'ai la recette. La meilleure façon, c'est de continuer à aimer la vie le plus longtemps possible. Un mot à présent sur l'actualité en bref et en images. Elles sont facilement repérables sur les antennes des voitures de la région. Les petites balles jaunes en mousse sympathiques sont de retour dans vos commerces. La journée monégasque des Nez Rouges se déroulera le mercredi 6 décembre en soutien aux enfants atteints de maladies graves, de handicap et en situation précaire de notre région. Cette action permet à l'association de récolter des fonds pour réaliser chaque année des sorties, ateliers, séjours de groupe et contribue à la réalisation du Noël de Francky pour des milliers d'enfants. L'an passé, l'association est venue en aide à 6200 enfants de la région. Sa vie a été marquée par le journalisme. Patrick Casavecchia est désormais auteur. Son livre fait partie des ouvrages parus cet automne. Sandrine Nègre a rencontré l'écrivain, l'occasion d'en savoir plus sur le thème de ce livre. Il a signé de nombreux articles dans plusieurs des éditions de Nice Matin, dont celle de Monaco. Son nom figurait aussi sur l'antenne de Monaco Info. Patrick Casavecchia a toujours aimé écrire, interviewer des personnes, mais son nom se retrouve aujourd'hui sur la couverture de son premier ouvrage, Baroque, un jeune étudiant idéaliste. C'est un garçon qui a 23 ans, qui est étudiant en astronomie et astrophysique, qui est un peu pêcheur de lune.
il est très naïf et il a l'impression que le monde lui en veut et il essaie évidemment de surnager face à ces gens qu'il trouve méchants, qu'il trouve bêtes. De l'amour et de l'humour, voici ce que vous pourrez notamment retrouver au fil des pages, car Baroque tombe amoureux de Garance, sans savoir bien sûr à ce moment-là qu'une malédiction pèse déjà sur leur relation. Dès lors, le lecteur plonge dans une aventure qui pourrait évoquer aux amateurs de Jean-Pierre Jeunet certains noms ou personnages qui auraient pu apparaître dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, par exemple. Palais Berthe, Monsieur Pied de Cochon, Georgette ou encore Mademoiselle Nemo, le père Anselme et Courteline. C'est un rêve qui s'est concrétisé. J'ai toujours voulu écrire, tout petit, quand j'avais 7 ans. Quand j'ai appris à écrire, j'ai appris également à taper à la machine. Et dès l'âge de 7 ans, je faisais un journal. Je suis niçois. Le journal s'appelait Le Soleil de Nice. Alors je le tapais à la machine avec des carbones pour tirer 5 ou 6 exemplaires. Je vendais le journal, donc Le Soleil de Nice, à mes parents, grands-parents. Et puis avec l'argent, je m'achetais de bonbons. Et la semaine d'après, je refaisais encore un nouveau journal. C'était une passion. Avis aux voyageurs pour terminer, Baroque vous transportera de Wallis et Futuna à plusieurs des pays d'Amérique latine et du Sud, sans oublier bien sûr plusieurs villes françaises. Voilà pour ce coup de projecteur sur l'ouvrage de Patrick Casavecchia, direction le boulevard des Moulins à présent, qui accueille depuis la rentrée une nouvelle enseigne. Il s'agit de la célèbre pâtisserie milanaise Cova. Alexandra Pani et Olivier Bonello sont allés découvrir les gourmandises que propose la boutique. Regardez. En poussant les portes de cette nouvelle enseigne située sur le boulevard des Moulins, toute l'âme de la célèbre maison qui célèbre cette année son bicentenaire se dégage. Au mur, des gravures et photographies de l'emblématique institution de la rue Monte Napoleone à Milan. Dans les vitrines, un large choix de délices sucrées et salées. À l'initiative de ce projet, l'homme d'affaires bien connu en principauté, Flavio Briatore. L'idée vient quand tu vois qu'il manque quelque chose. Et à Monte-Carlo, quand tu vois qu'il y a la qualité, c'est toujours un succès. J'ai compris que moi j'habite à Monte-Carlo maintenant dans 5 ans. J'ai passé toujours ici le boulevard des Moulins, morte complètement, mais il a une allure, il est bien le boulevard des Moulins. Non? Je dis, il manque quelque chose. Et l'idée m'est venue comme ça, il manquait quelque chose, une pâtisserie italienne, un café italien, un savoir-faire italien, la décoration comme Cova à Milano que tout le monde y connaît. Et ça, l'idée c'est parti. Et après 1 an et demi de l'idée, on a la... Parce que c'est facile d'avoir des idées, mais on les doit mettre en place. Du petit déjeuner jusqu'à l'heure de l'apéritif, les clients se succèdent. On y vient pour l'identité des lieux, un style inspiré du passé de la maison, mais surtout pour ses douceurs. Vous savez qu'à Milan, la brioche, le dessert emblématique, c'était pour les fêtes de Noël, c'était le fameux panettone. Cova donc a lancé le panettone il y a déjà bien longtemps et s'est fait une réputation internationale sur la qualité de sa panettone, ce qui a fait sa référence à Milan. Donc aujourd'hui, le panettone de Cova est vendu dans le monde entier et quasiment toute l'année. Après, pour ce qui est de la pâtisserie Cova, un des desserts phares, une dessert signature Cova, c'est le sacher, qui est à base de génoise au chocolat, crème giandouilla, une fine marmelade d'abricot et ganache chocolat. Des saveurs qui sauront séduire tous les amateurs de douceur. L'établissement monégasque est la première franchise à ouvrir en Europe, mais la maison Cova est depuis longtemps implantée en Asie. Ces gourmandises ont su séduire les palais aussi bien à Shanghai, Hong Kong ou encore Tokyo. Retour à présent sur ce concert donné à l'église Saint-Charles dimanche dernier, un concert du harpiste Xavier Demestre accompagné par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. José Sacré vous en dit plus.
Dimanche 5 novembre, l'église Saint-Charles était archi-comble pour le premier concert d'une série de 4 donné par Xavier Demestre, un harpiste né à Toulon, qui après avoir été, honneur suprême, le premier musicien français admis au sein de la prestigieuse Philharmonie de Vienne, est aujourd'hui soliste international, applaudi de Tokyo à Sao Paulo, en passant par Hong Kong, Salzbourg, Paris, Londres, Montréal et New York. Xavier Demestre a été choisi par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo comme artiste en résidence pour la saison 2017-2018. C'est un grand privilège puisque je crois que c'est la première fois que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo nomme un artiste en résidence. Donc ça veut dire que je vais être associé à l'orchestre tout au long de cette saison pour revenir présenter différentes facettes. Cette fois, par exemple, aujourd'hui, c'est un concert en musique de chambre avec les musiciens de l'orchestre. La prochaine fois, il y aura un récital avec une joueuse de castagnette. Il y aura un concert où je vais être accompagné par l'orchestre en formation plus réduite, sans chef d'orchestre. Et enfin, il y aura le concert de clôture avec Katsuki Yamada. La harpe est un instrument qui est méconnu, mais je trouve que ça change, on progresse. Et à travers ces concerts, je pense que le public va pouvoir découvrir toutes les facettes et des compositeurs dont ils n'ont peut-être encore jamais entendu parler, comme aujourd'hui Henriette Renier, qui était une harpiste française née en 1875 et qui est pour moi la plus grande virtuose de harpe qui ait jamais existé. Elle a composé pour son instrument et toutes ses œuvres ont été composées avant 25 ans. Et c'est étonnant de voir la maturité déjà musicale qu'elle avait et je trouve que c'est vraiment dommage qu'elle se soit arrêtée par la suite. C'était peut-être pas tellement dans l'air du temps à l'époque qu'une femme devienne compositrice. C'est pour moi une grande chance de pouvoir jouer en musique de chambre avec des musiciens de l'orchestre parce que ça permet de connaître beaucoup mieux, d'avoir des contacts plus personnels avec les musiciens parce que c'est vrai qu'en tant que soliste on arrive généralement, on a une répétition donc on voit l'orchestre dans son ensemble et là on commence à pénétrer un petit peu l'intimité de l'orchestre et c'est quelque chose qui est rare et que j'apprécie particulièrement. Prochain concert du harpiste Xavier Demestre, le 18 février à la Salle Garnier. À 15h, un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et à 11h du matin, un récital qu'il ne faudra absolument pas manquer, un récital harpe castagnette. Il est l'heure de votre Focus Info du jour. Il est dédié aujourd'hui à la cuisine centrale qui confectionne les repas pour une partie des cantines des établissements scolaires de Monaco. Ce Focus Info est concocté par Dominique Poulain. Charlotte sur la tête, chaussons aux pieds et blouse, question d'hygiène, car nous sommes ici à la cuisine centrale de Monaco. Chaque jour, près de 2000 repas sont confectionnés pour les élèves des établissements scolaires de la Principauté. L'occasion pour nous de vous faire découvrir la préparation de ces plats et surtout l'envers du décor. Non, tu peux parce que j'en ai assez moi. T'en as assez ? Ouais. Très tôt le matin, chacun est à son poste pour réceptionner, contrôler, nettoyer, mettre à nu, cuisiner et portionner. Tout arrive là, c'est dispatché. Voilà. Ça veut dire là, on reçoit tout brut, ça reste en carton. Les matières premières sont réceptionnées avant même le lever du soleil. Après avoir contrôlé la commande, la marchandise est rapidement stockée et répartie dans les chambres froides ou dans la réserve pour les produits qui n'ont pas à être au frais ou congelés. On a un laboratoire d'analyse qui vient tous les mois, que notre société paye pour nous faire des relevés de produits crus, de produits cuisinés, savoir si justement on est bien dans la plaque avant que la DAS passe. La DAS passe à Monaco tous les mois. Il y a une courbe de température à ne pas dépasser et à ne pas être en dessous du seuil. Donc, et ça part du nettoyage du légume jusqu'à la cuisson. La cuisine centrale, mise en place par le gouvernement princier et l'éducation nationale, compte 10 personnes, sous la responsabilité de la SMR, la Société monégasque de restauration. Ils mettent toutes leurs compétences au service de la production des repas. Les menus sont conçus par Aurélie, diététicienne et responsable du service client. Ils sont composés d'une entrée, d'un plat, d'un fromage ou d'un laitage et d'un dessert.
Ils sont aussi élaborés à partir d'un cahier des charges qui oblige que les menus soient composés à 40% de produits locaux, dont 20% de produits bio. Par ailleurs, 40% des produits proviennent de Monaco et de la région PACA. Sur un menu, j'essaie dans la mesure du possible qu'il y ait au moins 2 composantes qui soient appréciées des enfants. Sachant très bien que les légumes sont plus ou moins boudés, je vais mettre en compensation une pizza ou des choses ou une pâtisserie, des choses que les enfants aiment bien. Ensuite, on est tenu avec les recommandations donc, du GEMRCN, donc c'est le groupe d'études des marchés de restauration collective et de nutrition, donc avec un tableau de fréquence d'apparition des plats, avec des grammages qu'on doit suivre de la maternelle aux adultes, adolescents et adultes. Et si un enfant a besoin d'une alimentation adaptée pour raison de santé, Sylvain, le chef de cuisine pour les enfants atteints de troubles de la santé, prépare un repas adapté à son allergie ou sa pathologie dans une unité de restauration spécifique intégrée à la cuisine centrale. Une unité toutefois isolée où Sylvain ne travaille que des produits frais et bruts. De la préparation du menu à sa livraison, il y a 6 vérifications, car la moindre erreur peut avoir de grandes conséquences pour l'enfant. Aujourd'hui, une 30aine d'élèves bénéficient de ce service personnalisé. La première feuille avec le nom de l'élève et la typologie, ça arrive comme ça dans les écoles. Tous les plats répondent aux dernières exigences en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité alimentaire. Ici, c'est une vraie cuisine où l'on peut transformer la matière première et non plus seulement réchauffer des plats tout préparés. On s'en va le vendredi, le menu du lundi est fini. On arrive le lundi, on attaque le menu du mardi et du mercredi. Ça veut dire aujourd'hui, on est mercredi, mon menu est déjà fini. Aujourd'hui, on prépare. Hier, j'ai déjà préparé ma sauce tomate de capelletti. On cuit les capelletti aujourd'hui pour jeudi. Et demain, on fera vendredi. Et vendredi, on fera lundi. Chaque nouvelle recette mise au point est testée et approuvée par une commission aux papilles affûtées afin de trouver la combinaison qui saura plaire aux enfants. Je suis à la base donc, de l'élaboration des menus. Une fois qu'ils sont élaborés, on les valide avec ce qu'on appelle en mini-commission avec les gestionnaires des établissements. On teste de nouveaux produits. Si ça ne marche pas, aux prochaines commissions, on revient en arrière ou on enlève le produit. Ou comme on sait, comme j'ai dit tout à l'heure, les légumes ils sont boudés, on essaye une autre manière de leur faire manger. Soit, je sais pas moi, si les courgettes rondelles ça passe pas, on va les mettre en cubes. Si ça passe pas, on va les mettre en béchamel, etc., etc. Cuisiner des produits de qualité est une évidence dans cette cuisine. Mais trouver le bon, ou plutôt le beau produit, est une toute autre affaire. Chef, oui. On dit souvent que pour qu'un produit soit bon, il doit d'abord être beau. C'est vrai. C'est vrai, c'est comme tout. C'est comme un plat, si un plat n'arrive pas beau, on a toujours un petit recul, de dire tiens, est-ce que ça va être bon? On sélectionne à la base, ça veut dire on voit avec les fournisseurs, quand ils nous livrent, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Ma vision du métier, c'est pas parce que c'est de la cantine entre guillemets qu'ils n'ont pas le droit à quelque chose de beau au visuel et de bon. Dès que les menus sont prêts, ils sont placés dans la zone de produits finis, où ils sont stockés à basse température en attendant d'être livrés. 900 repas partiront au collège Charles III et 600 aux écoles primaires, l'école des Révoirs, l'école du Parc ou encore comme ici à l'école des Carmes, où les repas arrivent en liaison froide. Ils sont réchauffés avant l'arrivée des élèves, mais là encore, les contrôles sont très stricts pour éviter tout incident. Au menu, œufs mimosa, capelletti, fromage et fruits. L'ambiance du réfectoire est conçue pour faire du repas un véritable moment de détente. Comment ça s'appelle, Ryan? De l'œuf. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Comment ça s'appelle ce qu'il y a dessus? Est-ce que ça fait partie de l'œuf ce qu'il y a dessus? Ou est-ce que c'est une sauce? C'est pas du fromage, ça ressemble à du fromage. Alors vous savez quoi? Je vais vous le mettre, je vais vous le couper.
et vous allez goûter. Et les équipes proposent aux enfants une approche ludique de la cuisine, afin qu'ils apprennent le plaisir de manger et surtout qu'ils découvrent des saveurs nouvelles. Souvent décriées dans le passé, les cantines scolaires ont de plus en plus de succès aujourd'hui et vous voyez, ils sont de plus en plus nombreux, les enfants, à déjeuner dans les différentes cantines des établissements scolaires de la Principauté. À cela, deux raisons. La première, c'est que les parents travaillent, généralement le papa et la maman. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement parce que les plats sont de très bonne qualité. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en Principauté. Jetons un coup d'œil sur les prévisions météo pour les prochains jours. Mercredi, temps toujours maussade, les nuages se feront de plus en plus nombreux en cours de journée. Du côté du thermomètre, les températures seront plus fraîches, 11 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Jeudi, nuages d'averses le matin, légère amélioration pour l'après-midi. Quelques rayons de soleil feront leur apparition. Vendredi, temps plus agréable que les jours précédents, température en légère hausse, il fera jusqu'à 18 degrés au plus chaud de la journée. Le week-end se déroulera sous le soleil, soleil qui sera également au rendez-vous pour le début de semaine prochaine. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. A très vite sur Monaco Info, bonne soirée à tous.